Il marche. Depuis des années, il marche. Les gendarmes le savent, les juges le soupçonnent. Mais personne ne peut l'arrêter. Francis Holm traverse la France à pied, sac au dos, regard vide, et derrière lui, une traînée de morts. Des corps retrouvés près des voies ferrées, dans des bois au bord de l'Océan. Il faudra 31 ans. 31 ans pour que la justice condamne cet homme pour 2 meurtres d'enfants commis en 1986. 2 garçons de 8 ans, Alexandre Beckrich et Cyril Beining. Mais voilà ce que cette affaire révèle vraiment. Holm n'agissait pas dans l'ombre. Il agissait sous les yeux de tous, parfois seul, parfois avec un complice. Et personne ne le voyait. Aujourd'hui, on entre dans la tête du crime. Francis Holm naît en 1959 à Metz. C'est le début d'une longue tragédie. Son père est alcoolique. Sa mère est défaillante. L'enfant grandit dans un foyer fracturé, violent, imprévisible. Il a un quotient intellectuel en dessous de la moyenne. Les psychiatres qui l'examineront des décennies plus tard utilisent un terme précis, syndrome de disharmonie évolutive. En clair, un individu incapable de construire des liens affectifs normaux. Mais attention, l'enfance difficile n'explique pas tout. Elle n'excuse rien. Des milliers d'enfants survivent à des traumatismes similaires sans jamais basculer. Ce qui distingue Holm, c'est autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus opaque. Adolescent, il devient alcoolique et il est déjà signalé pour des comportements préoccupants. Il se taillade le corps et enterre des animaux vivants. Des violences inexpliquées. Les services sociaux sont alertés. Les dossiers circulent entre les administrations. Rien n'est fait. 1984, sa mère décède. C'est l'élément déclencheur. Il ne s'en remettra jamais. Holm quitte Metz. Il prend la route. Il ne s'arrêtera plus. Pendant les années 1980 et 1990, il arpente la France entière. La Bretagne, l'Alsace, la Moselle, les frontières avec l'Allemagne et le Luxembourg. Il dort dans des foyers d'accueil, dans des bois, sous des ponts. Il vit de petits boulots, d'aide sociale. Il disparaît, il réapparaît, et partout où il passe, quelqu'un meurt. L'histoire officielle commence en 1984. Cette année-là, à Montauville, une jeune fille de 17 est retrouvée morte. Les enquêteurs notent la brutalité extrême de l'attaque. Ils cherchent un coupable. Ils ne le trouvent pas. Les enquêteurs de différentes régions travaillent chacun de leur côté. À cette époque, les fichiers ne sont pas centralisés. Les informations ne circulent pas entre les juridictions. Un meurtre en Bretagne ne parle pas à un gendarme en Moselle. C'est exactement ce que Holm exploite, sans même le calculer. Il est protégé par les frontières administratives de la justice française. Alexandre et Cyril sont 2 amis d'enfance. Ils vivent dans le même immeuble. Ils jouent ensemble chaque jour. Ce soir-là, ils partent jouer près des rails. Un endroit habituel pour les enfants du quartier. Le lendemain matin, leurs corps sont découverts. La violence des coups laisse les enquêteurs sans voix. 2 garçons de 8 ans, dans une ville ordinaire, par un après-midi ordinaire. Un jeune homme est rapidement mis en cause. Patrick Dils, un voisin de la cité, il est condamné le 27 janvier 1989 à perpétuité après avoir avoué les 2 meurtres. Et Holm, lui, continue de marcher. C'est un journaliste qui lui donnera son surnom, le routard du crime. 3 mots qui résument une décennie de terreur ambulante. En 1989, Francis Holm est interpellé pour la première fois dans le cadre d'un meurtre. Aline Perret, une aide-soignante, retrouvée morte sur la plage près de Brest. Lors de sa garde à vue, quelque chose d'étrange se produit. Et Holm parle. Beaucoup trop. Il livre des détails sur d'autres crimes. Des affaires que les enquêteurs n'ont pas encore reliées entre elles. C'est là que les policiers comprennent vraiment « Initiativimi ». Cet homme n'est pas un tueur isolé. Il est quelque chose de plus rare et de bien plus dangereux. Il a un alibi. Il est relâché. Le gendarme Jean-François Abgral continue son enquête. Holm continue de tuer. Il est arrêté le 7 janvier 1992 en Alsace. Il avoue le meurtre de l'aide-soignante. Il avoue d'autres meurtres. Il est condamné en 1994 pour le meurtre d'Aline Perret à 22 prisons, puis à la perpétuité pour d'autres crimes dans les années suivantes. Mais à chaque procès, les enquêteurs savent. Il y a d'autres victimes. Des affaires classées trop vite
Des dossiers qui ne se fermeront jamais. Le profil psychologique de Héholm fascine les criminologues. Il n'est pas un tueur en série classique. Pas d'organisation méthodique. Pas de rituel précis. Il agit dans l'impulsion. La violence jaillit sans prévenir. Les psychiatres évoquent un état dissociatif lors des passages à l'acte. Héholm ne serait pas pleinement conscient de ce qu'il fait dans ces moments. C'est une hypothèse, une explication partielle. Ce n'est jamais une excuse. Pendant 30 ans, un homme se bat contre l'oubli. Son nom, Jean-François Abgral. Il a juste une conviction absolue. Patrick Dils est innocent. La Cour de révision accepte de réexaminer l'affaire de Montigny-lès-Metz. Une décision rarissime dans le système judiciaire français. Patrick Dils sort de prison après 15 ans de détention pour un crime qu'il n'a pas commis. Le dossier est réouvert. Les enquêteurs reprennent tout depuis le début. Les témoignages, les traces, les empreintes. Et une chose revient. Encore et encore. Francis Héholm était à Montigny-lès-Metz ce jour-là. Des témoins se souviennent. Un homme avec un sac. Un regard vide. Une présence inquiétante près des voies ferrées. Mais Héholm est déjà en prison pour d'autres crimes. Il nie. Il contredit. Il s'embrouille dans ses propres déclarations. C'est son mode opératoire lors des interrogatoires. Parler pour ne rien dire, dire pour mieux brouiller les pistes. En mai 2017, le tribunal correctionnel de Metz rend son verdict. Francis Héholm est reconnu coupable du double meurtre d'Alexandre Beckrich et Cyril Banning, 31 ans après les faits. Dans la salle d'audience, la mère d'Alexandre pleure. L'histoire ne s'arrête pas là, parce que la question reste entière. Combien de victimes réelles ? Les enquêteurs qui ont travaillé sur Héholm depuis les années 1980 avancent un chiffre. Plus de 10 affaires, peut-être davantage. Des meurtres en France, des disparitions suspectes près des frontières, des cas dans lesquels son nom revient sans que les preuves soient jamais suffisantes. Des victimes qui attendent encore. Des familles qui cherchent toujours des réponses. Ce qui me frappe dans l'affaire Héholm, c'est l'échec systémique. Pas l'échec d'un seul enquêteur ou d'un seul juge. L'échec d'un système entier qui n'était pas conçu pour traquer ce type de prédateur. Un homme sans domicile fixe, sans attache, sans routine prévisible. Aujourd'hui, les bases de données ADN ont changé la donne. Des affaires qui semblaient définitivement closes peuvent être réouvertes. Des preuves conservées depuis des décennies peuvent enfin parler. Et dans les années qui viennent, de nouveaux dossiers Héholm pourraient trouver leur épilogue. Et toi, crois-tu qu'il y a d'autres victimes de Héholm ? Dis-le-nous en commentaire. Tu veux en savoir plus sur la psychologie des criminels ? Abonne-toi